3, 2, 1, ça tourne et je crois que Mathieu il fait même des petits claps pour démarrer. Salut Arbia, ça va ? Salut Arnaud. Salut Jonathan. Salut Arnaud, salut Arbia. Salut. Bon, on est là pour parler de toi, John, mais tu as un parcours d'entrepreneur tellement incroyable que j'ai décidé de faire appel à un joker et que Arbia, j'ai fait un appel à un ami en fait, c'est ça ? C'est ça. Et que Arbia vienne m'aider à dresser un peu ton portrait. Le concept du podcast OVNI, c'est assez simple. On met en avant notre communauté, les souscripteurs de nos fonds, les boîtes qu'on a financées, des gens qu'on aime bien, des sportifs, des artistes. Et on leur permet de parler un peu de leur parcours et de diffuser un peu ce qu'ils ont appris avec toutes ces années d'entrepreneurs. On peut enlever les casques si vous voulez, si vous entendez bien, on n'est pas obligé de les garder. C'est beaucoup plus sympa pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent pas sur les plateformes Apple, Spotify ou Deezer. Donc, on rentre dans le vif du sujet. John, ça fait 20 ans que tu entreprends. T'es l'école Lean, Bootstrap. T'as tout fait tout seul, un peu comme un autodidacte. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas et qui nous écoutent et parler de JV Web, une entreprise qui porte ton nom, qui plus est ? Ouais, moi c'est Jonathan, j'ai 43 ans, je suis pacsé, j'ai un petit qui a 2 ans et demi, et puis j'habite Montpellier principalement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. JV Web ? Ouais, JV Web, JV Web, qu'est-ce qu'on fait ? On est une agence qui optimise le média, Google, Facebook Ads, les réseaux sociaux, et on est là pour rapporter des ventes, rapporter du chiffre d'affaires et surtout rapporter le EBITDA et le faire grossir à nos clients en fait. Bon, Arbia, toi, tout le monde te connaît, mais est-ce que tu peux expliquer peut-être d'où tu connais Jonathan et comment vous êtes rencontrés et pourquoi je t'ai appelé en dernière minute pour venir me prêter main forte ? Ouais, j'essaie de me rappeler à quel moment, mais je pense que c'était dans un voyage G20 entrepreneur en Australie, voilà, à Sydney. Donc vraiment un autre monde, un autre temps aussi, il y a très longtemps, je ne sais plus à combien de temps, 10 2014. ans. Voilà. 10 ans l'année prochaine. Voilà, 10 ans presque, c'est hallucinant. Et déjà, le cadre, en fait, c'est très informel. Donc, en fait, on se tape des intros, en fait, très informelles. On n'est pas dans un cadre, en fait, pro. On est tous coincés comme jamais, enfin, à part pendant les conférences. Et je pense que ça a commencé par des conneries, quoi. Enfin, comme d'habitude, John, c'est un mec qui lance des jokes et qui a toujours le sourire. T'es plutôt connu pour ça. Oui, je pense que en plus il est taquin, donc je ne sais plus, mais je me rappelle. Je pense que la première blague, c'est un truc qui m'a pas plu, tu vois, genre c'est quoi cet accent de merde ou un truc comme ça, tu vois. C'est vrai, moi. Et c'est là où en fait ça a cliqué avec John, quoi. À partir de là, un mec en tout cas souriant, et quand il se présentait ou quand il s'est présenté en me disant ouais, ça fait des années que j'ai ma boîte, moi la petite John qui venait tout juste en fait de lancer ma première boîte, bien sûr ça m'impressionnait énormément, et surtout quand on rentre un peu plus dans le détail de tu peux raconter à nos auditeurs quelle était ta première boîte et puis peut-être quelle est ta boîte actuelle dont on entend beaucoup parler. Ouais, ma première boîte c'était Carnet de mode, c'était une marketplace internationale pour les marques, donc j'étais plutôt en B2C, et donc ça m'intéressait de parler justement de SEO, SEA, SEM dans tous les sens avec un gars qui fait que ça. Pour les gens qui nous écoutent, Jonathan, SEO, SEA... Référencement naturel, Google Ads et Social Ads. Tout à fait. Donc déjà, en fait, il y avait une sorte d'intérêt business à parler à ce gars devant moi quand on se présentait. Et donc cette boîte-là, je l'ai cédée en 2017. Et là, j'ai monté une nouvelle boîte FinTech, cette fois-ci B2B, très différente, qui permet en fait aux gens d'accéder à leur salaire gagné quand ils le souhaitent. Donc ce qu'on appelle du salaire à la demande, avec de l'éducation financière pour améliorer leur bien-être financier vendu en B2B2C. Et c'est là, pareil, où j'ai fait appel en fait à JV Web, donc premier call. Maintenant on se met sur du SEO, SEA et B2B. Tu vas m'aider justement à optimiser tout ça et à ramener le maximum de leads, surtout sur un marché qu'on créait. Donc il y avait quand même des challenges assez importants. Donc je travaille avec sa boîte depuis. Depuis longtemps. Donc ça, Jonathan, toi, c'est un peu ta martingale, sans faire la promo des autres podcasts concurrents, confrères de la maison Orso Média. Aider les gens à renforcer leur présence sur le web, à acquérir, faire venir du trafic. Et ça fait 20 ans que tu fais ça, ça fait 20 ans que tu es dans la tech, dans le web, même un peu plus.
Exact, ça fait 20 ans et les pratiques n'ont pas changé. C'est-à-dire c'est toujours amener ce trafic, amener du trafic qualifié, amener du trafic qui va acheter, qui va s'inscrire, qui va transformer et puis qui au final du coup va permettre de réaliser du chiffre d'affaires. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'à l'époque c'était assez simple, il y avait peu de concurrents pour mes clients, peu d'options dans les plateformes, alors que quelqu'un qui à l'époque faisait 4 métiers, maintenant j'ai voire 5, 6, 7 personnes différentes qui vont faire ces 4 métiers en fait. Donc ça s'est vraiment complexifié avec le temps. Et donc toi, ton aventure entrepreneuriale, est-ce que tu peux donner un peu les chiffres clés? Donc tu disais 2014, premier contact avec John. Moi je pense que c'est à peu près pareil, ça fait une dizaine d'années. La boîte était déjà grosse, je pense que vous étiez déjà 30 ou 40, mais Ouais, vous avez commencé, tu étais seul et puis petit à petit tu as recruté. Ouais, moi j'ai même commencé au lycée. J'ai créé mes premiers sites dans les sonneries logos. Alors pour les plus vieux d'entre nous, vous avez un 3310. À l'époque, on pouvait envoyer des SMS surtaxés ou appeler des numéros aux audiotel. J'avais un site où je me référençais sur l'ICOS, Altavista. Je touchais 1 euro par appel et c'est ce qui m'a payé à moi mon 8210 pour ceux qui connaissent. Et puis je suis resté là-dedans. Ça a financé toutes mes études. Je m'amusais le soir à publier mes sites sur Internet et ça me faisait des visiteurs, ça me faisait quelques francs puis des euros. Et à la fin de mes études, je me suis dit, soit je trouvais un boulot, j'avais qu'un bac+2, donc qui n'était pas très bien payé, ou soit je me suis lancé à plein temps. Et puis, au bout de 3 mois à plein temps, j'ai fait mes premiers 10 000 euros mensuels de revenus, en fait, de MRR. Voilà. Arbia, est-ce que c'est pas un trait commun que vous avez aussi, où toi, tu as récupéré une bourse pour venir étudier et tu avais finalement très tôt aussi cette fibre entrepreneuriale et l'envie moi, je suis immigrée de la Tunisie. Je suis arrivée à l'âge de 20 ans, donc immigrée pas jeune, pour faire mon école d'ingé, en chopant justement une bourse pour pouvoir sortir un peu de mon cadre familial qui était très modeste, qui n'avait pas les moyens de m'envoyer ici. Et par contre, j'ai fait en fait mes études jusqu'à même bac+6 avant vraiment de me lancer. Et je me rappelle en fait de mes discussions avec John, parce que c'est là où je l'ai pris au sérieux. Et je pense que c'est le gars qui m'a fait regretter avoir fait autant d'études et me dire merde, en fait, j'aurais dû lancer ma boîte beaucoup plus tôt. Est-ce que c'était pas un temps perdu? Il m'impressionnait avec son histoire d'autodidacte qui arrivait justement à monter une boîte très très rapidement en sortant de l'école. Et tu te dis, tout ça c'est du temps perdu. Merde, en fait, là où on a presque, on se retrouve sur les mêmes circonstances, mais lui, il avait déjà en fait des années derrière lui avec JV Web, une boîte rentable, etc. Déjà, la rentabilité à l'époque, moi, ça me faisait tourner la tête. Disons, quand les choses, l'écosystème en 2014, c'est pas le même. Moi, je venais tout juste de monter ma boîte, first time entrepreneur. Je levais en fait avec des VC, donc j'étais déjà fière de moi d'avoir levé. Et un gars à côté qui me dit, moi, je fais déjà tant de chiffre d'affaires et je suis rentable. 10 ans et j'ai 50 personnes. En fait, exact. Donc ça t'apporte en fait une perspective très différente et tu te dis, mais en fait, il a sous le pied, il a plein de choses en fait à m'apprendre et c'est comme ça du coup que notre relation a commencé en fait. Et peut-être donc l'objectif c'est de parler de toi, Jonathan. Les gens qui te connaissent bien t'appellent John, mais bon, on va rester sur Jonathan. Vous avez développé au sein de JV Web des méthodes, vous avez fait appel à la méthode Lean, etc. Et ça, vraiment, tu l'as senti, tu en as eu le besoin, c'était une nécessité pour croître et passer de 0 à 100 collaborateurs. Est-ce que tu peux raconter pourquoi c'est devenu une nécessité et comment tu l'as mis en place? C'était une nécessité parce qu'on n'arrivait plus à croître. Et pourquoi on n'arrivait plus à croître? C'est que je passais mon temps à courir après les problèmes, à refaire les mêmes documents et moi j'étais trop fatigué. En fait, ça me réveillait la nuit, j'en dormais plus, ça devenait très compliqué et du coup c'était soit je vendais la boîte, j'avais régulièrement des propositions de fonds ou alors de concurrents, ou soit je trouvais une solution. Et puis j'ai trouvé cette solution qui est le Lean et qui a permis du coup de débloquer tous ces problèmes, de révéler les talents dans la boîte et du coup de repartir en croissance parce qu'en fait de 2013 à 2017, on n'a quasiment pas fait de croissance parce qu'on ne voulait pas en faire. On répondait même pas aux prospects, juste parce que moi je voulais plus embaucher en fait. Voilà. Tu as connu un peu les mêmes problématiques de croissance dans ta précédente boîte ou dans celle-là
Oui et non, enfin, parce on a tellement, en fait, on a tellement la tête dans le guidon, dans l'opérationnel, avant vraiment de se dire, ça y est, on stagne, surtout voilà, qu'on monte des boîtes qui doivent scaler en fait, très vite en fait, sur d'autres échelles. Mais par contre, je me rappelle très bien de notre discussion avec John sur le lean management, parce que lui, du coup, quand il parle du lean, il te donne vraiment envie de le faire. Alors que c'est pas du tout mon style, parce que quand en fait, on le définit, le lean, je trouvais vraiment pas mal de friction par rapport à ma personnalité, qui est très impatiente, qui peut pas justement attendre, justement en voyant une erreur d'un collaborateur, ne pas lui donner la solution très rapidement. Ça va vraiment, c'est presque contre-intuitif, quoi. Et quand on entend John, en tout cas quand ils m'ont parlé, etc., il me parlait de sa visite d'usine au Japon, de justement ce que ça apportait vraiment comme ROI, comme résultat tangible en fait sur sa boîte, clairement je me suis mis en fait à ce moment-là à me plonger un peu dans le lean. En tout cas c'est lui qui m'a donné envie là-dessus, et c'est d'ailleurs une méthode qui a apporté à mon avis ses preuves pour pas mal de boîtes, quoi. T'as un côté un peu patron incognito, je crois que tu vas passer du temps avec des collaborateurs, alors pas vraiment incognito, mais tu te mets à leur chevet, à leur service. Est-ce que tu veux raconter ça avec plaisir à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent? Ça, franchement, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on fasse du lean ou pas du lean, en fait. Ça, c'est une norme, enfin, c'est un principe dans le lean, c'est une philosophie, mais tout le monde peut le faire. Moi, je passe 2 fois 30 minutes dans la semaine où je suis assis derrière un collaborateur et je le regarde bosser comme il fait d'habitude. On n'a pas cette relation, forcément je suis le patron, mais on n'a pas cette relation censeur et personne qui travaille. C'est vraiment, je suis là en train de regarder ce qu'il fait et je suis en train de regarder tout ce qui ne va pas et comment moi je pourrais l'aider ou comment je pourrais aider son team leader à faire que lui il le débloque, en fait. Et aussi, je m'aperçois aussi de la réalité du terrain. Nous, en tant que patron, on pense tous que les trucs sont simples, que ça se passe comme ça. Puis quand je suis en visio et que je suis caché derrière l'écran, j'entends le client, comment il parle à mon collaborateur, j'entends les problématiques, je vois les problèmes, parfois juste d'informatique ou ce genre de choses. Et du coup, ça permet de réagir, d'aider les team leaders, de passer les infos. Et également, quand je prends les décisions un peu plus stratégiques, de savoir qu'est-ce qui se passe à la base et comment c'est quoi leur vraie vie, en fait. Et du coup, c'est pas la vie répétée par le team leader, c'est pas la vie quand ils viennent se plaindre dans ton bureau, où souvent il est déjà trop tard quand ils viennent se plaindre, hein, c'est que le bol est plein. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au quotidien. Au début, c'est assez dur, hein. Les premières visites comme ça, les collaborateurs sont super flippés. Ils disent mais si je me trompe, je vais me faire défoncer. Je suis aussi impatient, hein, comme Arbia, donc et en fait pas du tout. Il suffit de le faire quelques fois. Les gens après sont en confiance. Il y a toujours un petit stress quand c'est moi, mais déjà c'est annoncé, hein, il n'y a pas de surprise. Et en fait, c'est eux qui choisissent le sujet. Sur quoi ils sont en train de bosser en ce moment, 9 fois sur 10. Donc du coup, il n'y a pas de trucs. S'ils ont un méga point faible, ils vont parfois pas me le montrer. Ou alors, à l'inverse, d'autres profitent de me montrer des choses qu'ils veulent me montrer en fait quand je viens. Et c'est souvent des points où ils ont des difficultés, où ils ont besoin d'aide. Et l'idée que c'est vraiment une chaîne d'aide, hein, puisque je donne généralement pas la solution, je donne des pistes. Et après, j'aide le team leader à mettre en œuvre ces pistes. Je crois que vous avez une culture aussi chez JV Web de beaucoup documenter, mettre des process pour justement que les bonnes pratiques un peu soient accessibles facilement. Il y a quelques années, on a vu débarquer Notion et toutes les startups se sont mis à beaucoup plus documenter, mais c'est vrai qu'avant, on avait quand même une culture beaucoup plus orale, machine à café. Toi, Arbia, c'est quelque chose que vous faites aussi et je suis curieux de vous entendre tous les deux là-dessus sur quand on passe de 0 à 100, comment on fait pour garder les bonnes pratiques au sein de l'entreprise et que tout le monde soit à la même vitesse Mais je pense qu'on n'a plus le choix, surtout depuis le Covid. Depuis le Covid, en fait, avec le remote, etc., la culture de l'écrit devient nécessaire, quoi, essentielle pour toutes les boîtes, parce qu'on travaille beaucoup en asynchrone, parce qu'il faut justement avoir une base de données en fait, claire pour justement accélérer l'onboarding des nouveaux qui arrivent sans passer en fait, des mois comme avant à les onboarder, etc., pour que chaque personne soit totalement indépendante et autonome, aller chercher l'info là où il faut, etc. En plus, ajoutant à ça, parce qu'on utilise tous les mêmes choses, Notion ou autre, t'ajoutes l'AI aujourd'hui là-dessus, et là, t'as un truc de dingue, en fait, accessible très rapidement, génial, collaboratif, où tout le monde, en fait, doit absolument le faire évoluer dans le temps. Et donc, c'est comme ça que tu scales une boîte qui ne va pas revenir vers toi, le CEO, le fondateur, pour chaque question. Et chacun est autonome, en fait, avec sa propre équipe et lui-même à chercher l'info, à la faire évoluer pour tout le reste. Donc, tu as un vrai process de transmission qui aide absolument à la scalabilité de la boîte. Et concrètement, les gens qui nous écoutent, demain, ils veulent se lancer sur ce chantier-là, de passer de la culture orale, machine à café, à l'écrit. Toi,
T'as commencé comment et c'est quoi les étapes principales que tu décrirais? Nous, ça a été les team leaders qui ont commencé à bosser avec ce qu'on appelle les opérateurs, donc les account managers, les opérationnels, en fait, pour écrire la façon dont ils faisaient leur travail, en divisant ça par geste, donc par action, en fait, pas sur une ensemble d'une journée. Et du coup, il y a eu une V1 qui a été faite. Après, cette V1, elle a été montrée à d'autres personnes, savoir s'ils étaient d'accord, si c'était comme ça, etc. Donc, on a essayé de récupérer un peu tous les trucs et astuces sur chacun des gestes pour avoir la meilleure façon de faire, qui apportait la meilleure qualité pour le client et la meilleure vitesse d'exécution pour nos équipes, en fait. Ça, c'est la base. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cette belle doc, très utile pour les nouveaux qu'on embauchait, mais par contre, les anciens s'y référaient pas, alors que nous, nos gestes dans les ads changent vraiment tous les mois, tous les trimestres, ça évolue. Ce qui fait qu'on s'est mis à avoir un décalage entre ce qu'on avait écrit et puis la réalité du terrain. À ce moment-là, on a nommé quelqu'un qui s'appelle Colin chez nous et qui est à mi-temps pour maintenir, en fait, que la réalité des gestes soit vraiment la façon dont on les fait. Donc nous, nos procédures, on appelle ça un standard, c'est la vérité vraie et c'est la meilleure façon de faire. Souvent, une procédure, c'est assez fixe, clique là, fais ci, enchaîne comme ça. Nous, un standard, c'est quoi les points clés à chaque étape et pourquoi ça, c'est un point clé. Mais on ne dit pas où cliquer, on ne te dit pas exactement comment faire, etc. On veut que la personne qui applique ait la jugeote et du libre arbitre. Parce que du coup, les clients, on travaille avec toute taille de clients. Parfois, nos clients peuvent être un peu concurrents dans le même secteur. Mais en fonction, si c'est une boîte qui investit 100 000 euros à l'année, 1 million ou 10 000 euros, en fait, on ne met pas du tout les campagnes pareilles. Et donc, du coup, on a une grosse variabilité dans chaque geste. Voilà. Et donc, nous, maintenant, on monitor le nombre de suggestions. Parce que chaque collaborateur, sur Google Doc, on peut mettre des commentaires. Chaque collaborateur est libre de mettre un commentaire sur tous les gestes. Et en moyenne, on en a 25 par semaine. Et donc, Colin discute avec ces 25 commentaires, donc ça, d'une quinzaine de personnes différentes, voit avec eux si c'est bien ou pas bien. S'ils pensent que c'est bien, ils l'intègrent dans les standards, et ensuite on va former tous les collaborateurs qui font geste, en fait. Ce qui fait que du coup, cette base de procédure qui sert pour former les nouveaux, en fait, ça devient une base d'innovation, parce que chaque truc et astuce qu'on voit à gauche, à droite, on le met dans cette base et ça alimente tout le monde et tout le monde est formé, en fait. Et c'est pas le management ou un head of innovation qui dit tiens, faites comme ça, en fait. C'est vraiment les collaborateurs du terrain qui innovent et qui font passer le message à tout le monde. Cette base, elle est en français ou elle est en anglais? 50-50. Donc c'est le piège là, parce que votre challenge, c'est d'aller plutôt à l'international, de ce que j'ai compris. T'as levé des fonds, on peut en parler? Ouais, pour ça. Et Arbia, toi aussi, t'as levé. Vous avez levé tous les deux, je pense, pas mal d'argent. Donc toi, t'es directement tout en anglais, pareil français-anglais, comment vous gérez ça? J'ai commencé en anglais, mais puisque là on a un marché à majorité en fait français, le contenu il est en français, mais c'est pas du tout gênant aujourd'hui parce qu'avec les AI en 2 secondes, c'est traduit très très bien sur Notion. Donc avant c'était un sujet, donc j'imposais des règles comme les titres doivent absolument être en anglais, les catégories en anglais, même si en fait le contenu en fait va être en français, mais aujourd'hui c'est plus un sujet. C'est plus un sujet pour toi aussi? C'est la même chose. Bon, génial, donc ça fait partie des avantages. Les levées de fonds, on va en parler. Toi, tu as vraiment évolué, c'est-à-dire que tu es parti de cette culture bootstrap, rentable, etc. Puis à un moment donné, tu t'es dit, OK, là, il faut que j'accélère, que je fasse cette expansion internationale, peut-être même de la croissance externe. Tu as fait un peu le tour du marché pour trouver les bons partenaires financiers. Est-ce que tu peux raconter ça? Et peut-être c'est intéressant que Arbia, qui a connu aussi plusieurs fois ces process-là, nous aide à décrypter et parle un peu de son vécu aussi là-dessus. Je dirais juste que John était dans le bon côté de la force et à un moment donné il a vrillé de l'autre côté, mais il va vous en parler. Ouais, effectivement, j'ai développé la boîte jusqu'en 2000 en fait sur fonds propres et puis je me suis posé des questions, de faire rentrer du cash pour faire des croissances externes, être aussi accompagné pour faire des croissances externes parce que c'est facile à dire et en fait dans les faits c'est assez compliqué à réaliser entre les parties avocats, la partie audit, la partie due deal, analyse du business, c'était pas facile et donc du coup avec une banque d'affaires elle m'a dit tiens je pourrais t'avoir pas mal de fonds sans forcément ouvrir trop ton capital et puis on s'est mis à la recherche de partenaires, on a rencontré 5-6 et puis on a topé avec un et qui depuis nous a permis de faire 2 acquisitions externes et on a une 3e là en cours. Génial, donc en 24 mois c'est ça? Depuis la levée de fonds? Ouais, quasiment 24, 30 mois. 30 mois, 2 acquisitions. Comment ça se passe? Ça représente combien de collaborateurs? Tu peux en parler? Ouais, ça représente 25 personnes à peu près. Une en Angleterre, une en France.
Donc en Angleterre, c'était bien différent puisque c'est un métier qu'on ne connaît pas. C'est du netlinking. Donc c'est un métier qu'avant on sous-traitait à des spécialistes, que du coup maintenant on a intégré chez nous. Et eux, ce qui nous intéressait chez eux, c'était ce savoir-faire complémentaire au nôtre. Et le deuxième point, ça nous a permis d'ouvrir un bureau en Angleterre et d'aller du coup chercher des bureaux en Angleterre en fait. Des clients en Angleterre, pardon. On dit qu'il y a 80% des fusions-acquisitions qui ne créent pas de valeur, voire qui en détruisent. Comment tu fais, toi, pour te retrouver dans les 20% qui créent de la valeur, bien intégrer ces 25 nouvelles personnes? Le côté peut-être logiciel, c'est quoi ta recette magique là-dessus? On est passé un moment par le côté des 80, je pense. D'accord. Donc il y a un moment, ça a été plutôt difficile. Déjà, la culture française, anglaise, langue de travail et tout, donc nouveau métier. Donc au début, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, c'est à nouveau le lean qui nous a permis en fait de nous aligner. Parce que du coup, en lean, on utilise des mots assez communs: lead time, coût, confort, qualité, pardon. Et que ce soit ma service RH, ma DAF, mes account managers, mes sales, on utilise toujours ces mots-là. Donc en fait, on a utilisé ces mots avec les Anglais, on leur a expliqué ce que ça voulait dire, comment on gérait ça. Et ce qui fait que quand Tom, le patron anglais, parle à Nadja, ma DAF ou à Tiffany, ma RH, il parle les mêmes mots-clés, en fait, la même façon de s'exprimer, ça veut dire la même chose pour tout le monde. Ça, c'était le premier point, c'est qu'on s'est aligné sur les termes, en fait. Voilà. Toi, de ton côté, Arbia, tu as ce challenge aussi pour croître, peut-être à un moment donné, de t'appuyer sur des leaders européens, locaux, qui ont fait la même chose que toi dans leur pays et de devenir l'acteur qui va consolider tout ça. Tu vas suivre un peu ses pas, tu lui demandes des conseils, comment... Si on parle en fait on parle de quoi? De levée de fonds ou de croissance externe? Ouais, croissance externe, c'est une sorte de shortcut très connu en fait par les entrepreneurs. Si on veut en tout cas exploser, scaler et aller très très rapidement en fait, tout ce qu'on cherche en tant qu'entrepreneur tout le temps, c'est des shortcuts. C'est comment arriver au même objectif le plus vite possible. Et donc à acheter en fait ou à acquérir en fait une boîte, une équipe, etc. Ça te fait simplement gagner du temps. Ouais, 12, on parle 18, pas de 24 pile-up. mois, Voilà. c'est ça. C'est le temps qu'on achète. Et le temps, en fait, est très, très important. Et le temps a une valeur de dingue pour tout entrepreneur. Après, oui, il y a bien sûr des inconvénients, comme toute chose, entre créer sa propre, on va dire, team de zéro et racheter une boîte, l'intégrer, etc. Il faut que les planètes s'alignent, il faut que le fit soit là, il faut qu'on fait presque se tromper 2-3 fois avant de savoir comment faire une bonne intégration. Je pense que tous les entrepreneurs qui ont fait pas mal d'acquisitions sortent en fait un chiffre qui est parfois affolant en fait de 80% d'échecs avant d'arriver en fait à avoir 80% d'échecs sur toutes leurs acquisitions pour arriver à avoir en fait la bonne intégration, le bon succès. Donc clairement c'est pas quelque chose de facile, mais c'est un shortcut en tout cas on sait très bien l'utiliser et le faire de la bonne manière. Putain, ça te fait gagner des années. Donc c'est un de tes enjeux, toi, typiquement? Clairement, parce que nous, en fait, la vision de Rosalie, c'est de devenir rapidement le leader européen du bien-être financier des collaborateurs. Donc ça passera par là. Donc l'Europe, c'est je prouve le marché, en fait, quelque part. Donc je suis en train de le faire en France. Et ensuite, en fait, justement, scaler très, très rapidement sur les autres marchés. Je suis en train de le faire aujourd'hui avec mes clients qui sont français, mais puisqu'ils sont des grandes entreprises, elles ont des filiales un peu partout en Europe. Donc ce qui me permet, en fait, de tester les marchés sans risque, sans recruter des équipes locales, etc. pour voir est-ce que la culture du salaire à la demande peut passer, est-ce que le time to market est bon, etc. Et à ce moment-là, quand on a la certitude, se dire build or buy, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que justement je recrute une équipe justement locale qui va aller chercher des boîtes locales qui vont s'ajouter à ces clients que j'ai déjà de la France vers ces pays-là, ou est-ce qu'il y a déjà des équipes qui commencent à se monter, qui ont déjà un petit portefeuille de clients, qui ont la connaissance de mon marché et qui me feraient gagner en fait ces 24 mois peut-être de build. Et c'est là où tu dis, Jonathan, que les fonds en général, en tout cas qui sont positionnés sur ce type d'aide et d'accompagnement là pour les entrepreneurs, vont être utiles pour toi. C'est ce que tu as trouvé chez ton partenaire. On peut le citer, c'est Capital Croissance. Ouais, Guy Hubert et Eric m'ont beaucoup aidé déjà avec leur réseau. Ils reçoivent beaucoup d'affaires, donc c'est un réceptacle. Ensuite, avec leur screening, avec leur habitude, à chaque fois, leur première question, c'était pourquoi le dirigeant actuel veut vendre. Voilà. Moi, c'est pas forcément une question auquel j'aurais forcément pensé. Et même dans la réponse qu'ils apportent, eux, ils en font une autre lecture et ils me la complètent en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales pour réussir la bonne acquisition. Moi, j'avais une question à te poser finalement avec toutes ces méthodes
que tu as mis en place, ce côté très... on aide les collaborateurs à grandir au sein de JV Web. Est-ce que finalement, c'est pas l'équivalent de la Wild Code School ou ça que tu as envie de créer à une échelle plus européenne et finalement, JV Web, c'est en tout cas une des boutiques qui a formé énormément de gens au SEO, au SIA. On en retrouve à tous les postes dans plein de boîtes. Il y a une espèce de mafia autour de JV Web avec, je sais pas, peut-être 150, 200 collaborateurs qui sont passés, voire plus que ça. Non, comme 200 à peu près. 200. Et donc, ton ambition, c'est ça, c'est de créer un réseau européen. Ouais. T'as mis les pieds même en Chine, c'est ça? Ouais, on a eu un bureau en Chine pendant 4 ans et puis le Covid nous a obligés à le fermer puisqu'on pouvait plus y aller, donc ça devenait impossible à gérer à distance la Chine. Mais oui, l'idée c'est d'arriver à créer, en tout cas sur l'Europe de l'Ouest, vraiment un réseau de spécialistes de ces métiers et que ce soit des gens qui soient actuellement chez moi ou qui étaient chez moi et qui vont partir, mais j'ai pas de souci, et qui diffusent ce savoir puisque un de nos meilleurs sales, en fait, enfin nos meilleurs vendeurs, en fait, c'est mes anciens collabs. Qui parlent de nous, qui partent dans notre boîte, qui nous ramènent des clients. Donc du coup, créer ce réseau, et c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte quand il y a des gens qui partent, qu'on parte en bon terme avec eux en fait. Mais parce que on a un deal à la fin qui est sympa, peut-être pour eux, mais c'est surtout parce qu'en fait, durant toutes les années, ils se sont développés. Et moi, la cause de départ que j'ai, la première, c'est en fait, je me suis éclaté chez JWeb, ça m'a formé, parce que nous on recrute 9 personnes sur 10 sortent de l'école quand ils nous rejoignent. Ça m'a appris plein de techniques, c'est génial, mais maintenant en fait, je veux me lancer à mon compte, ou je vais être head of d'une grosse business unit, ou je vais être directeur e-commerce, et nous on reste une agence, donc du coup on peut pas leur offrir ce cadre de carrière, quoi. Arbia, toi qui le connais depuis 10 ans, c'est cette gentillesse, c'est quoi les clés? Alors on n'est pas là non plus juste pour le brosser dans le sens du poil et lui faire des compliments, mais que les gens qui nous écoutent se disent qu'est-ce qui fait, quelles sont les qualités qui fait que Jonathan a réussi en 20 ans à créer cet empire du SEO, SIA et qu'il aide autant de clients à réussir sur Internet, finalement, à développer leur business? Je dirais déjà c'est un super entrepreneur, très smart, très smart. Il a sous le pied énormément. Mais c'est quoi pour toi smart? Comment smart parce que après c'est compliqué en fait à définir. Ça veut dire en fait qu'il y a des entrepreneurs cons et des entrepreneurs. Non mais il y en a. Regarde, moi je le vois en tant qu'ici, il y en a qui sont pas du tout à l'écoute où tu te dis moi je peux pas travailler avec eux. C'est même pas une question smart. Ouais, en fait je dirais que ce qui le caractérise le plus c'est l'humilité. Déjà, c'est vraiment quand on le voit comme ça, on se dit qu'est-ce qu'il va m'apprendre, il va me parler de SEA et SEO, et après quand il me dit qu'il est rentable, qu'il rachète des boîtes, etc., tu te sens vraiment petit à côté, et tu l'appelles pour prendre pas mal de conseils et apprendre pas mal de choses, et il le fait en fait avec une humilité de dingue, donc il est généreux dans sa manière en tout cas d'aider, de partager, donc il partage ses conseils sont... Avec les clients aussi, je crois que tu es quand même souvent en présentation, encore aujourd'hui, tu es impliqué dans les dossiers. Est-ce que c'est ça la clé du succès? C'est-à-dire que même quand la boîte grandit, cet après-midi, tu faisais une presse sur un grand compte, j'espère que vous allez le gagner. C'est ça pour toi? Ouais, en fait, être sur le terrain. Être sur le terrain. Être sur le terrain, ça ne veut pas dire être irremplaçable du tout. C'est vraiment savoir ce qui se passe partout. Et un dirigeant, de toute façon, ne peut pas être partout. Donc moi, je ne suis pas partout, en fait. Mais le fait de faire 2 fois une demi-heure de visite, tu picores un peu tout le temps et tu vois si ça glisse. Parce que toi, tu as l'habitude, tu connais bien ta boîte, tu sais ce que tu veux faire. Et donc, tu vois tout de suite si ça glisse. Et du coup, tu peux aider les gens à nouveau pour se redévelopper, pour refixer les erreurs, etc. Et puis, de l'autre côté, aller sur le terrain. Moi, je choisis mes combats. Et donc, mes combats, chez moi, j'appelle ça la flywheel, donc un peu la roue de l'énergie. C'est quoi les points qui peuvent faire grandir la boîte? Et c'est ces points-là que moi, je veux, et mon codir, on veut regarder, en fait. Donc, par exemple, pour moi, c'est les nouveaux clients. Donc, en fait, je veux forcément rencontrer et discuter au moins 1 ou 2 fois avec tous les nouveaux clients. Parce que quand j'ai cette discussion, et je parle pas avec l'opérationnel, généralement, je parle avec le N+1, voire le N+2, en fait, ils ont une image de JWeb qui peut les apporter beaucoup plus d'aide. Et ça permet à mon équipe de sales, après, de faire de l'upsell et de faire des ventes supplémentaires dans l'année qui suit, en fait. Voilà. Mais c'est mon choix à moi. Il y a sûrement d'autres choix qui sont bons. Arbia, je vois l'heure qui tourne. Ouais. Je sais que tu as des contraintes et on pourra te libérer dès que tu le souhaites et continuer avec Jonathan. Je t'ai fait venir parce que justement, je trouvais ça intéressant de voir à quel point finalement les entrepreneurs peuvent être solidaires, peuvent venir s'appeler, se donner des conseils, etc.
typiquement, je sais que tu es impliqué dans France Digital. Est-ce que c'est ta volonté aussi? Tu es au board, hein, c'est ça? Non, je suis au board de French Tech. Tu es au board de French Tech. C'est pareil. En fait, ouais, c'est pareil. Non, mais comment vous trouvez le temps, tous les deux, de vous impliquer là-dessus en parallèle de vos boîtes? Je sais que toi, tu as été très impliqué dans le cercle des jeunes dirigeants, c'est ça, non? Où tu faisais des déplacements à l'étranger avec des jeunes cadres, des G20 d'entrepreneurs, des choses comme ça, Ouais, c'est ça? En fait, ouais, dans le cadre du G20 et puis dans le cadre de l'ILF, l'Institut d'Île-de-France, ouais. C'est ça? Comment vous faites dans vos journées pour trouver ce temps-là et c'est quoi le moteur? Je ne sais pas. Le moteur, en tout cas, c'est partager. Ça, c'est clair. Le métier d'entrepreneur, ça peut être le métier le plus solo au monde, hein. On peut être très, très rapidement, en fait, tout seul. Et avoir, en fait, en tout cas, des gens dans le même mindset, qui vivent les mêmes contraintes, les mêmes challenges, avec qui, en tout cas, partager, avoir, en fait, un écho sincère et clair, quand on en a besoin, est très important, en fait, pour s'accompagner et se faire accompagner, en tout cas, pendant cette période qui peut être très solitaire, très difficile, surtout que on est des solo-entrepreneurs, quoi, des solo-founders. Oui, c'est vrai que tous les deux, vous n'avez pas plusieurs associés. C'est ça, sur donc vos aventures. c'est assez compliqué, Donc en c'est fait, encore plus sur dur. ces aventures, donc c'est encore plus dur. Et donc, ça fait partie, en fait, des choses. D'abord, s'impliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a nos boîtes, clairement, pour régler, en fait, une problématique à laquelle on croit apporter de l'impact, en fait, dans la vie des gens. Mais aussi, on peut aussi partager, parce qu'on doit rendre, en fait, à l'écosystème ce qu'il nous donne. Parce que quand on le sollicite, il faut aussi donner. Il faut être généreux pour recevoir. Tout ce qu'on sème, on le reçoit. Et on est en mode vente tout le temps en tant qu'entrepreneur. On vend, en fait. On vend notre produit, on vend notre service, on le teste. Et donc, il faut donner aussi pour pouvoir vendre, tu vois. Il faut acheter pour vendre. Le fait de donner, ça augmente un peu ta surface de chance, un peu l'aura autour Tout à fait. de ta société. Moi, je trouve comme que ça. le plus important pour un fondateur, c'est créer des opportunités pour sa boîte. En fait, il ne doit pas être le meilleur dans sa boîte. Notre job, c'est justement s'entourer par des gens meilleurs que nous sur chaque, en fait, métier. C'est ça, le bon équipage, en fait, dans un navire ou dans un bateau. Tu es le capitaine, en fait, et tu dois t'assurer justement de ouvrir le chemin, ouvrir les opportunités, s'assurer que les gens, ils ont ces opportunités-là pour cranter derrière. Et donc, ces opportunités peuvent venir du networking, peuvent venir, en fait, du réseau. Je pense que tous les entrepreneurs s'accorderont sur le fait que les premiers clients, pour tester, en tout cas, ton produit auquel personne n'y croit, c'est tes amis entrepreneurs. Et donc, ça commence par là. C'est les gens qui vont te faire les premiers feedbacks. C'est tes amis entrepreneurs. C'est des gens comme John, sur qui tu peux compter pour avoir un feedback qui est constructif, pour construire, en fait, le produit ensuite qui va être meilleur et le sortir sur le marché, etc. Donc, vous utilisez Rosalie chez JV Web, ou vous l'avez poussé chez des clients? Pas encore? Ah bah tu devrais, là. Tu devrais. Là, t'étais Ah, obligé là, de t'es signer. là, c'est Il est filmé, signé, hein, c'est filmé. il est signé mais pas installé. Bon, d'accord. Non, mais j'avoue, Loïc Soubéran, moi, a été un des premiers avec Swile à venir me dire, écoute, là, tu m'en prends, hein, même si c'est 5-10. Mais ça commence comme ça. Ça commence bien comme sûr, ça. mais Et bien c'est sûr, vrai que ça c'est commence comme ça. cette force-là de pouvoir prouver au départ. Écoute, merci beaucoup, Arbia, d'être venu m'aider à faire un peu ce En portrait. plus, je suis restée très correcte. J'ai rien dit. Très correcte. Maintenant que t'es parti, je pourrais parler de tes soirées en Australie, Arbia. Et partager un peu ton expérience aussi. On te souhaite bonne chance avec Rosalie et dans le reste de tes aventures. Et on sera ravis de t'avoir dans les prochains épisodes du podcast OVNI si tu le souhaites. T'es la bienvenue quand tu veux. C'est gentil. Il y a un super épisode qu'a fait Mathieu de Génération Do It Yourself où on découvre un peu ton parcours. J'encourage tout le monde à l'écouter. Merci Arbia, à bientôt. Salut. Et j'ai la transition toute faite, Jonathan. Elle parlait de networking. T'as ça dans le sang. Moi, je t'ai croisé sur plein d'events. Tu te forces pas. Tu vas dans ces soirées, tu discutes avec les gens, tu prends ton tas de cartes de visite et puis le lendemain, tu fais le suivi. T'as toujours aimé ça? Faut se forcer, en fait. Faut se faire un peu violence sur cette partie networking. À bientôt, Arbia. Merci. Salut. Je sais pas s'il faut se forcer. En tout cas, il faut quand même plutôt avoir l'envie. Parce que c'est quand même, je pense, quelque chose qui est dans l'ADN. Mais par contre, il faut pas avoir peur. Parce que souvent, mais les nouveaux chez moi, ils me disent ouais, je vais t'accompagner, mais tu vas vite me laisser en soirée. Et moi, je connais personne. Et je leur dis tu crois qu'il y a 20 ans, je connaissais quelqu'un? En fait, non, je connaissais personne. Et puis, c'est une rencontre qui entraîne une autre, etc., etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est plutôt le fait de pas avoir peur. Bien sûr, le fait d'avoir envie également. Et puis, aussi avoir envie d'apprendre. Parce que partage, ça veut dire partage dans tous les sens, mais ça veut dire dans un sens et aussi dans l'autre. Et au-delà de se dire, on fait du network pour faire du business,
moi j'ai fait beaucoup de network pour apprendre. Donc tu poses des questions, tu rencontres des gens, tu leur dis comment vous avez fait ça, etc. Ton premier truc, c'est la curiosité. Tu vas avec... Mon sujet du moment, mon emmerde du jour au bureau, le truc qui me bloque la boîte, et puis là, je chope les retours d'expérience. Alors en fonction avec qui on rencontre, c'est plus ou moins intéressant, hein, c'est plus ou moins avec des gens avec de l'expérience, mais généralement, c'est toujours intéressant, il y a toujours des choses à apprendre. Et après, c'est ça que tu te resserres ou pas dans les jours prochains, dans les discussions. Il y a eu beaucoup de sujets, et il y en a encore toujours sur le télétravail. Chez moi, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs où je disais qu'est-ce que tu fais ? Et j'ai eu des rencontres de 0 jour dans des boîtes tech à Paris, enfin dans des startups à Paris, à des gens en full remote. Et du coup, il y a du bien, il y a du pas bien à apprendre. Ils te donnent les points de surveillance à avoir en disant ouais, en fait, je me suis mis en full remote, mais du coup, maintenant ça merde sur ça et ça et ça. Et ça, ils se disent ça au bout d'1 an, 2 ans d'expérience, donc du coup, c'est super preneur. Et à l'inverse, etc. Et c'est de ça dont tu fais une synthèse, tu digères, et après, t'en fais ce que tu veux. Voilà. Le suivi, moi, à carte de visite, rappel et tout, dans les faits... tu le fais pas ? Tellement peu, je dois le faire 2 fois par an, parce que si les gens ont envie, si t'as donné une bonne image, tu les ajoutes sur LinkedIn, et après, c'est eux qui vont te recontacter. Par contre, tu réponds aujourd'hui sur LinkedIn, je sais pas, t'as des dizaines de milliers de followers, enfin 5000, 6000. Comment tu fais pour gérer ça ? Ouais, je réponds généralement le samedi, tous les samedis, et c'est 20 minutes en fait. Donc si vous envoyez un message à Jonathan, privilégiez le vendredi soir ou le samedi matin, comme ça vous serez en haut de la pile. Exactement. Et puis LinkedIn, pour moi, c'est là récemment, il y a une de mes anciennes élèves que j'ai eue à l'EFAP, il y a 4-5 ans, qui vient de reprendre contact avec nous en me disant tiens, Jonathan, j'ai changé de taf, j'ai une problématique SIA, est-ce que tu aurais 10 minutes au téléphone ? Je l'ai appelée, et puis en fait, en discutant avec elle me dit non, mais en fait, on va jamais y arriver seul, est-ce que tu pourrais pas me brancher avec un de tes sales ? Voilà, donc du coup, à nouveau, partage, quand on partage, on reçoit, on apprend, et ça fait aussi du business, quoi. Donc c'est vraiment un win-win, un triple win en fait. Voilà. Arbia, tout à l'heure, elle disait qu'elle t'écoutait avec beaucoup d'humilité, elle était preneur de tes conseils. Est-ce que tu as conscience du fait qu'à Montpellier, sur un territoire qui est petit, tu as fait figure pour toute une génération d'entrepreneurs, un peu de mentor, de rôle modèle. Tu as financé quelques startups. Moi, je fais partie des gens à qui tu as fait confiance. Tu étais dans les 10 premiers souscripteurs de mes fonds. Je t'ai pas fait faire le meilleur TRI sur le premier fonds, c'était 12,5%, mais c'est allé vite, en 2 ans. Tu m'as fait confiance sur ce nouveau fonds. Est-ce que tu as conscience de ça, qu'en gros, sur une métropole comme Montpellier, qui n'est pas une grande métropole, en fait, si on demande à des gens dans un écosystème sur les 15-20 dernières années, qui sont les patrons qui comptent pour vous, tu vas être dans les 5, dans les 10 premiers avec un Loïc Soubéran de Swile qui avant avait monté Tids et que finalement vous avez créé un écosystème autour de vous. T'en as conscience de ça ? On n'en a jamais parlé, tous les deux. Non, pas du tout. En fait, je n'en ai vraiment pas conscience. En fait, c'est mon quotidien depuis 20 ans, depuis que je suis au lycée, à la fac, quoi. Donc, du coup, je me rends pas vraiment compte de ce que j'ai pu construire. Le fait qu'en plus, je me sois lancé, pas en solo founder, mais à l'époque, en 2000, 2003, c'était vraiment un autre monde. Donc, c'était de ma chambre, dans mon appart, quoi. Donc non, ça s'est développé. Et puis, non, je le vois. Le seul point auquel je le vois un peu, c'est les demandes de contact et de messages sur LinkedIn. C'est la seule façon de le mesurer, mais je ne le mesure pas. C'est le seul point, quoi. Et donc, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu vois quoi ? Quand tu vois ces 20 dernières années, tu as de la fierté, tu as de la nostalgie, tu as de l'amitié pour cette période-là. C'est quoi ton regard sur ces 20 années d'entrepreneur avec des hauts et des bas, j'imagine ? C'est assez contradictoire en fait. D'un côté, forcément fierté, comme Arbia, ma famille est jeune famille modeste avec 2 parents ouvriers. Et donc déjà, au bout de 3 mois d'activité, j'avais plus de revenus que les 2 revenus cumulés de mes parents qui avaient à l'époque, je sais pas, une 50aine d'années ou 40aine d'années, je me souviens plus. Mais donc forcément, sur ce point-là, hyper fier du coup aussi de se dire, quand je vais dans certains événements. Il arrive parfois que les gens se comparent les écoles. Donc moi, je peux pas jouer à ces jeux. Je joue à d'autres jeux comme la taille du chiffre d'affaires, du coup. Mais j'ai pas envie de jouer à ça. Mais du coup, en fait, hyper content que le côté ascenseur social fonctionne encore. Sans avoir levé de fonds, depuis le lycée, depuis la fac, avoir lancé une boîte qui maintenant emploie 100 personnes sur l'Europe et fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires là en 2023, du coup, c'est hyper cool. Et aussi d'avoir réussi dans le temps. C'est mon autre point où je suis assez content, c'est que en 2003 ou en 2000, pour se lancer en tant que
ads, c'était pas trop compliqué. Ce qui a été dur, en fait, c'est de se prendre les C'est de barrières tenir. successives de Google, de Facebook, des clients, de la professionnalisation, de la pression sur les prix, du développement des gens, du fait que maintenant les talents sont rares. Enfin, c'était déjà aussi rare à l'époque, mais que maintenant, comme les entreprises clientes font tellement des chiffres d'affaires énormes qu'elles sont prêts à débaucher, etc. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est d'avoir tenu dans le temps. Et ça, franchement, c'est hyper content. J'en suis hyper fier. Et après, à l'inverse, je me dis, merde, si à l'époque, j'avais su tout ça, et si je me repositionne en 2003, on serait pas 100, on serait peut-être 4 ou 500 en fait, ou beaucoup plus gros en fait. Mais, so what ? Qu'est-ce que ça aurait changé à ma vie ? Bah non, j'aurais toujours été paxé, toujours un gamin, et parce qu'au final... Et tu ferais toujours 10 minutes de vélo, c'est ton petit secret. Ça, Julien Coulomb, mon associé à un Walking Desk, mais je crois que toi, t'es tombé 1 ou 2 fois, donc toi, c'est plutôt vélo, c'est ça ? Ouais, c'est ça, moi j'ai un vélo-chaise, et mon meilleur On post vous mettra LinkedIn... la référence d'ailleurs Ouais. du vélo-chaise de Jonathan dans l'épisode. C'est ça, mon meilleur post LinkedIn, c'est assez dingue. Ouais, j'ai un vélo-chaise et j'en fais... non, je fais plutôt 2 heures par jour, mais à une vitesse de 10-13 km/h, donc je vais jamais très vite parce que je veux pas être essoufflé durant les visios, mais ça me permet de me maintenir. Alors, c'est pas faire du sport, hein, c'est faire du mouvement, on va dire. Mais c'est sympa quand même. Quel conseil tu donnerais justement à Jonathan il y a 20 ans dans sa chambre d'étudiant quand il se lance et qu'il fait son premier million de chiffre d'affaires avec tout ce recul? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Vois plus grand, parce que moi vraiment je me suis développé en disant ah bah ouais, un client amène un autre client, voilà. Donc vois De plus l'ambition, tout ouais, de suite. plus de l'ambition et plus de démarche commerciale. Ok. On a commencé à prospecter en sortant, attention, en 2021. Donc en fait, entre 2004 et 2021, on n'a jamais prospecté en extérieur. Ça, clairement, c'était une erreur en fait. Et moi, je me disais, c'est pas grave, les clients viennent à nous, ça nous permet de faire 20%, 30% de croissance chaque année, ça suffit. Ouais, ça suffit, mais c'est peut-être dommage en fait. Alors, je parle pas de faire de la progression ultra agressive et de créer et de lever 20 millions pour faire que ça, hein. Mais c'est dommage de pas l'avoir fait. Donc, et je suis de pas l'avoir fait depuis peut-être 2005, 2006, 2007, quelque chose comme ça, quoi, en fait. Voilà. Si tu regardes loin devant, il se passera quoi après JV Web? JV Web, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu as créé un navire qui est bien lancé. Et des fois, le navire, il change de capitaine, il change de direction, etc. Toi, tu es jeune, tu as envie de faire quoi? Qu'est-ce qui te motive là sur les prochaines années? Ce qui me motive, c'est de continuer à faire grandir les gens et de voir des gens que j'ai recrutés chez moi, qui sortaient de l'école, savaient rien faire. Au bout de 3 ans, on les passe team leader. Au bout de 6 ans, ils peuvent évoluer encore sur d'autres missions encore plus stratégiques chez nous, ouvrir un pays, des choses comme ça. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, c'est mes futurs capitaines, ou mes futurs aide-capitaines, je sais pas comment on appelle ça. Ça, c'est mon premier point. Et puis, le deuxième point, c'est de se dire que la boîte est autonome sans toi. Et je pense que là, c'est un point de... Alors, elle ne l'est jamais totalement, en fait, mais de se dire, tiens, au quotidien, il y a des gens qui font que ça délivre, que les clients soient satisfaits et que la direction est plutôt respectée, bah c'est super. Ça veut dire que toi, tu peux encore passer plus de temps sur la partie M&A à l'étranger, sur la partie développement de projets stratégiques, des choses comme ça, et moins être à les suivre, en fait. Donc tu as encore plein de choses à faire, tu t'éclates. Ouais. Et c'est ça ton moteur aujourd'hui chez JV Web? Ouais, c'est l'envie. C'est se dire, ça, on n'y arrive pas à le faire. Comment on se dit qu'en 3 mois, dans 6 mois, on va le faire? Voilà. Et ça, c'est franchement trop bien. Et puis aussi, faire la même chose. Je fais une journée par trimestre dans une autre boîte que la mienne. Alors, souvent des boîtes qui font plutôt de lean, parce que ça facilite les discussions, mais pas forcément. Donc là, cette année, en 2023, j'ai visité Chopard. J'ai visité, donc vous connaissez tous, hein, RSM, qui est un gros cabinet d'audit et comptable en France. J'ai visité Focus, les cheminées. Vous voyez, qui sont encore complètement sur une autre thématique. Et à chaque fois, j'en apprends plein de choses. Et j'en apprends plein de choses, mais c'est aussi un plaisir, une envie d'aller visiter, parce qu'on rencontre d'autres entrepreneurs qui ont des envies, qui développent, qui sont sur d'autres problématiques. Et du coup, ça te rebooste, ça te redonne de l'énergie. Et c'est ça que j'ai continué d'envie de faire, c'est d'aller encore plus vers l'extérieur, en fait, et sortir un peu de la boîte. Écoute, merci John, déjà pour ton soutien ces dernières années. Ravi de t'avoir à bord de cette aventure OVNI. Je t'ai amené une petite casquette parce qu'effectivement, des patrons autodidactes comme toi qui réussissent, qui prennent le temps de partager, d'aider et qui véhiculent, je crois, ces valeurs aussi. Il y a beaucoup de valeurs communes qu'on retrouve tous les deux et
avec toute cette communauté autour de nous. Je pense que c'est important. Voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes, Google Podcast, Apple, Deezer, Spotify, YouTube, peu importe où vous nous écoutez et où vous regarderez cet épisode. Et si vous voulez contacter Jonathan, c'est les vendredis soirs ou les samedis matins. C'est à ce moment-là qu'il sera le plus réactif. Et si vous avez besoin de SEO, de SIA, qu'est-ce que j'oublie, de netlinking et de social ads, n'hésitez pas à aller voir Jonathan et ses équipes. C'est d'ailleurs grâce à toi que j'ai découvert le Business Manager Facebook il y a quelques années. Et je ne l'ai pas regretté parce que ça a bien boosté toutes les participations dans lesquelles j'avais investi, d'être parmi les premiers à bien maîtriser tous ces enjeux-là. Voilà, on a tenu le timing de 45-50 minutes. Merci à Arbia qui nous a quittés pour aller enchaîner sur une deuxième vie, une vie de parents. Et à bientôt tout le monde. Salut. Merci, ciao.